maintenant passer à la deuxième table ronde qui est intitulée Homs, Alep, Damas, l'horreur au quotidien. Le débat va être animé par Jean-Pierre Perrin, grand reporter à Libération. Laurence Ovena, journaliste au Monde. Yadam Daraji, journaliste de terrain syrien. Et Fatma Souleyman, comédienne et activiste syrienne, membre du comité de coordination de Homs. Là, ça va tout Fadel. On vous demande de vous joindre à nous. Jean-Pierre Perrin va animer également le débat suivant parce que Luc Mathieu, le journaliste à Libération, qui devait l'animer, est parti à Gaza. هتصور شي صور الساعة D'accord. Non, alors c'est... Je ne connais pas tous mes invités, mais je vais faire connaissance en même temps que vous. Yadam Daraji, je suppose que vous êtes à ma droite. Voilà. Un journaliste de terrain syrien, vous nous direz un petit peu ce que, pendant les 5 ou 10 minutes que vous avez, nous avons au total une demi-heure. Hein. Vous direz un petit peu quelle est la mission d'un journaliste de terrain syrien, parce que j'imagine qu'elle est un petit peu différente de celle d'un journaliste occidental. À ma droite également, j'aurais dû commencer par vous, excusez-moi, Fawda Souleyman. Voilà. Fadwa Souleyman, très bien. À ma gauche, alors en revanche, sur un terrain un peu plus connu, Laurence Ovnas, qui était longtemps à Libération, qui nous a quittés, qui ne sommes jamais vraiment remis d'ailleurs, et proposé qu'on érige une petite chapelle avec son icône, mais bon, pas l'assentiment général. Et puis, moi-même, Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération. Donc, notre mission ce soir, elle est, du moins, pas forcément aussi une mission de réflexion comme l'avait été la précédente table ronde. Elle est plutôt de parler au jour le jour de la révolution syrienne, de parler au jour le jour de comment vivent les villes, puisque finalement cette révolution se déroule beaucoup dans les villes, essentiellement dans les villes, et qu'il y a de grandes villes en Syrie. Damas, évidemment, nous connaissons. Alep, nous connaissons aussi. Homs, nous avons fait connaissance. Enfin, je connaissais cette ville avant, mais je l'ai découverte avec la révolution à nouveau, totalement différente. Et puis, on pourra peut-être parler de Hama, on pourra peut-être parler encore d'autres villes syriennes. Avant de donner tout de suite la parole à Florence, je voudrais juste simplement dire un mot. Nous allons parler de ce que nous avons vu. Notre vision est forcément parcellaire, elle est forcément étroite, elle est forcément brisée parce que nous n'avons pas une vue d'ensemble de la situation pour une raison très simple. Il est difficile d'aller partout, il est compliqué de se promener en Syrie, il est même parfois mission un peu impossible. Donc ce que nous avons vu n'est uniquement ce que nous eûmes capté à un moment donné, pendant une période donnée, et ne prétend absolument pas refléter la Syrie dans son ensemble, qui est multiple au niveau de ses populations, au niveau de ses gens, au niveau de ses villes, au niveau de ses paysages. Donc nous parlerons simplement de ce que nous avons vu et nous ne prétendrons jamais que notre vision est totalement exhaustive. C'est impossible. Voilà. Laurent, je me tourne vers toi. Tu veux parler un petit peu non, tu peux pas. Mais tu parleras quand même. Je voudrais dire juste encore un mot. La Syrie, je l'appelle le pays de l'archipel des tortures. Parce que je crois que jamais, dans aucun pays, on a torturé autant. On ne prendra pas de la population, bien sûr, du moins dans ces 20 ou 30 dernières années. Jamais les tortures ont été à ce point abominables et systématiques. Je vous invite d'ailleurs à lire un excellent livre, à peine romancé, je ne crois même pas qu'il l'est, qui s'appelle La Coquille, publié chez Actes Sud et qui vient de sortir juste il y a quelques semaines en livre de poche. Vous avez l'éventail de toutes les abominations que le régime peut commettre, a commis et qu'il commet encore. Mais revenons donc à Alep pour nous raconter, Florence, Alep au jour le jour. Il y a combien de temps que vous étiez
J'y étais en août. 3 mois. Voilà. Alors, une ville qui est en partie tenue par la rébellion et en partie tenue par les forces du régime, c'est ça? Voilà. Alors, c'est vrai que... on ne fait pas semblant que vous voyez. Non. Tu le disais en préliminaire, c'est vrai que quand on est journaliste occidental et qu'on arrive en Syrie, ce serait bizarre de dire qu'on a des conditions de travail normales, c'est-à-dire qu'on rentre clandestinement, en tout cas à l'époque où je suis rentrée. Ça reste le cas dans la plupart de la Syrie, sauf si on a un visa officiel, ce qui est extrêmement rare. De tête, il y en a eu peut-être 4 ou 5 pour la presse française, en tout cas ces derniers mois. Donc en fait, ça coupe de tout contact avec le régime, les soldats de l'armée régulière, avec tout ce qui est, j'allais dire, la Syrie officielle, la Syrie loyaliste, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Certainement, il y a beaucoup de mots pour une réalité extrêmement diverse. La Syrie a pleuré, enfin, c'est assez compliqué. Pour vous donner un exemple, par exemple, à Alep, il y a un quartier chrétien dans lequel je voulais faire un reportage, qui est un quartier qui n'est ni occupé par les forces de Bachar al-Assad, ni par les forces, en tout cas quand j'y étais, de l'armée syrienne libre. Et donc c'était très compliqué de trouver un point de rendez-vous, puisque les chrétiens qui y habitaient disaient mais nous on ne veut pas quitter notre quartier parce qu'on a peur, moi je ne pouvais pas y rentrer parce qu'il fallait passer des barrages de l'armée régulière. Donc en fait il y a des gens qu'on ne voit pas tout simplement parce que c'est impossible physiquement, j'allais dire. Donc il faut bien tenir compte de ça quand on est. Donc on travaille dans un contexte qui est très particulier. Quand j'y suis allée en août, c'était un pays, tout le monde l'a dit, qui vivait dans la terreur et pour lequel en fait on parlait surtout de répression, j'allais dire policière. C'est-à-dire que c'était un pays qui vivait au rythme d'arrestation, d'immeubles vidés, avec des combats de rue, mais des combats de rue qui étaient des combats de snipers, des checkpoints, des choses comme ça. Et en fait, un jour, et je vais vous raconter cette histoire pour que vous compreniez un peu l'ambiance qu'on a trouvée, on s'est dit, bon ben voilà, on était dans le nord du pays, donc celui qui est limitrophe à la Turquie, et dans lequel était relativement, j'allais dire, libéré, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, en tout cas l'armée régulière n'y circulait pas sur les routes, il y circulait uniquement dans le ciel, c'est-à-dire au Mont Bardor. Donc l'endroit était entièrement tenu, entre guillemets, par l'armée syrienne libre, ou une population qui ne répondait plus au régime officiel. Et à un moment, donc on a travaillé là 15 jours, et on se rend compte qu'il y a des attentats qui commencent à Damas, à Homs aussi, et on se dit on va bouger de cet endroit relativement sécurisé dans lequel on est, pour aller vers Damas ou Homs. Et alors là commencent ces circulations difficiles qui sont celles de journalistes, c'est-à-dire qu'il faut qu'une voiture vous convoie secrètement, qu'une autre vous prenne le relais, etc. Donc en effet, on ne va pas à Damas comme ça quand on n'a pas de visa. Et donc un soir, sur la place d'un village du nord, on dit voilà, la voiture va arriver, elle va vous amener à Homs, et puis après de là-bas vous irez à Damas. Donc voilà, il est minuit, c'est le ramadan, donc il fait encore assez chaud à cette heure-là, et la voiture n'arrive jamais. Donc on dit, ah ben, elle va venir demain, donc c'est pas grave, c'est compliqué, les circulations sont difficiles, le lendemain, la voiture n'arrive pas non plus. Donc on se dit, bon ben qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire? Et un convoi arrive et dit, nous on va à Alep. On se dit, ah bon, il va à Alep, et pour nous c'était une ville qui était encore sous le contrôle loyaliste et qu'il était à ce moment-là. Et on se dit, bon ben après tout, on voulait quitter cette zone, pourquoi pas aller à Alep? Et on monte vraiment au pied levé dans ces véhicules. Alors pour vous décrire ce convoi-là, qui était très particulier, on est donc de nuit, et c'est 25 véhicules qui sont faits de briques et de braques. Alors il y a un minibus d'un hôtel touristique, il y a le 4x4 d'un notable local, il y a une vieille bagnole, il y a un pick-up. Donc il y a vraiment tout le monde, tout phare allumé, donc en pleine nuit, et nous voilà zigzagant dans la campagne jusqu'à Alep. On est dans un pays en guerre qui bombarde, donc on se dit on a peut-être fait une grosse connerie. Donc est-ce que des hélicoptères vont arriver? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai qu'on bombarde peu de nuit, mais enfin la situation est quand même étrange. On arrive dans Alep, au bout de l'endroit où on était par rapport à Alep, c'est 10 minutes en voiture, et on y arrive au bout de 2 heures, donc après beaucoup de circonvolutions. On nous fait rentrer dans une école qui était une caserne de l'armée libre à l'intérieur de la ville. Donc on se dit là encore, c'est pas très discret, il y avait un hôpital, il y avait un centre radio, enfin bon. Donc on se dit, ben quelle situation étrange, enfin c'est risqué, comment faire?
demain on prend la ville. Alors là, encore une fois, on était perplexe. Je dis on à chaque fois parce que j'étais avec un photographe qui est Laurent Van der Stok, qui a fait des photos extraordinaires. Et donc on se demande comment on va faire. Et là-dessus, le lendemain, en effet, le quartier où on est occupé par l'armée syrienne libre. Donc c'était la chute en tout cas d'un quartier d'Alep. Donc l'ensemble était très, très bizarre et surtout il y avait cette manière de rentrer dans la ville sans tirer jamais un coup de feu, sans qu'il y ait aucune opposition, aucun checkpoint, aucun bombardement, alors que vous les avez vus passer maître dans cet art ces derniers jours. Et cette façon d'entrer dans la ville et la manière dont ça s'est fait est toujours restée pour moi une énigme qui soulève beaucoup de questions, et surtout sur la suite de ces opérations. C'est-à-dire que c'est vrai que jusque-là, c'était plus une opération de police ou des opérations de police qu'une guerre, et là on bascule vraiment dans une guerre, ou en tout cas dans un terrain militaire. Et je pense aujourd'hui il y avait là aussi, enfin en tout cas je me le demande avec un point d'interrogation, est-ce qu'il n'y avait pas là une façon d'attirer dans Alep une partie de l'armée syrienne libre en disant on va faire un front, ça va occuper une partie des gens et donner, on a beaucoup parlé à la table précédente de l'occupation médiatique, hein, comment faire, ça va donner une visibilité médiatique à cette guerre, voilà, on bombarde, il y a un front, c'est facile à comprendre, etc. Et ça donne une légitimité pour repartir dans ce conflit. Donc pour moi, cette manière de faire du régime, de laisser finalement les gens d'une certaine manière rentrer dans la ville, quasiment presque en les attirant, a longtemps ressemblé à quelque chose qui était assez voulu. Alors je ne sais pas si l'avenir le dira ou pas, mais en tout cas il y avait cette dimension-là assez forte, je pense. Ensuite, aujourd'hui le front d'Alep, alors la vie à Alep au jour le jour, c'est en fait, et ça l'est toujours depuis août, c'est toujours des quartiers qui sont, alors je sais qu'il y a beaucoup de Syriens là, donc je ne leur apprendrai rien, beaucoup de quartiers qui sont occupés par enfin en tout cas occupés, qui sont installés des gens venant de villages différents au gré des émigrations rurales. Donc en fait, un peu comme j'allais dire à Paris, où le quartier de Montparnasse c'est traditionnellement celui des Bretons. Voilà. Et donc là, les quartiers dans lesquels s'est basée l'armée syrienne libre en arrivant étaient les quartiers, par exemple la ville de Mera s'est installée dans le quartier où l'émigration de Mera s'était installée depuis déjà quelques générations pour monter à la ville, j'allais dire. Et en fait, le front a peu bougé, en tout cas à Alep, d'après ce que j'en ai compris, depuis cette entrée en ville. Et ce front reste très étrange, et j'en aurais fini en vous dire ça, au sens où, comme vous le voyez, il y a peu de rencontres au sol. Et là, ça nous a permis de découvrir une des choses très importantes dans ce conflit, c'est-à-dire que l'armée syrienne libre avance au sol, et elle ne trouve en face d'elle, en tout cas à Alep, aucun combattant de l'armée régulière. Donc vous avancez dans les rues et personne ne fait obstacle de l'armée régulière, il y a des bombardements. En revanche, ceux qui se battent pâté de maison par pâté de maison, feu rouge par feu rouge, sont ces personnes qu'on appelle les Shabia, qui ont pris une importance considérable avec ce conflit, et qui sont des gens recrutés, j'allais dire ces mois derniers principalement, pour être, alors on a beaucoup parlé de la terreur, et Jean-Pierre l'a encore réévoqué, pour faire, alors il disait, on en a rencontré certains qui avaient été arrêtés, pour faire plus peur que la peur, disent-ils. Donc l'idée, pour vous dire, beaucoup de gens d'Alep commençaient à raconter les manifestations, notamment des étudiants ou des médecins. Donc les étudiants disaient, voilà, on faisait une manifestation d'étudiants, le soir c'est Shabia, donc qui sont des civils recrutés dans la population, viennent dans la cité universitaire, et disent, voilà, bon, il y a des étudiants qui manifestent, ils rentrent dans un bâtiment, prennent 25 étudiants qui sont là, on ne sait même pas s'ils sont allés à la manifestation ou pas, mais il faut faire extrêmement peur, et c'est réussi. Donc un certain nombre sont sur cette place publique de la résidence universitaire, brûlés vifs devant leurs compagnons, d'autres sont jetés par la fenêtre, et ensuite ils s'en vont. Et c'est vraiment de la terreur à l'état pur, quoi. Donc c'est eux qui aujourd'hui tiennent, j'allais dire, le terrain, et non pas les forces militaires. Il n'y a pas, les casernes sont relativement vides, et ça c'est une chose très importante, ces sortes de miliciens qui tiennent en fait le combat de rue. Et les militaires de l'armée régulière bombardent. Donc c'est un peu ça aujourd'hui la situation au jour le jour, et les habitants de la ville, donc vraiment, c'est vraiment la peur totale. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est vous savez, malheureusement, comme journaliste, on connaît un certain nombre de conflits, et chacun de ces conflits
génère, j'allais dire, une catégorie de personnes qui en sont, d'une certaine manière, les héros involontaires, une catégorie de civils. Je me souviens qu'au Kosovo, par exemple, c'était les professeurs qui continuaient à enseigner en albanais malgré l'occupation serbe, et qui, dans les cases, continuaient à faire l'école alors qu'ils étaient emprisonnés, etc. Et c'est vrai qu'en Syrie, ceux qui tiennent ce rôle-là de résistants par leur profession, c'est vraiment très clairement les médecins. Et donc être médecin aujourd'hui en Syrie vous désigne comme, j'allais dire, les hommes et les femmes à abattre. Hein, donc ceux qui restent là, en tout cas, soignent dans les hôpitaux. Et la catégorie des médecins est celle aussi particulièrement visée par ces fameux Sharia, donc qui arrivent et qui disent, voilà, il y a une manifestation de médecins, ou il y a des médecins qui sont là, et de la même façon, ils sont persécutés de façon épouvantable et atroce sur la place publique pour faire peur aux autres. Et donc c'est vraiment une des composantes très fortes de cette résistance aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'on a rencontré à Alep. La dernière chose peut-être, si tu permets Jean-Pierre, était le fait que c'est vrai qu'on est des journalistes occidentaux, et c'est pour faire un peu le lien avec ma consoeur syrienne, mon confrère syrien, pardon, c'est que les journaux pour lesquels on travaille, les médias pour lesquels on travaille, ont une obsession qui est au fait qu'on connaît tous et qui est celle de l'histoire de ces 10 dernières années, qui est, y a-t-il ou pas des djihadistes dans la révolution syrienne? Et donc c'est vrai que de façon sans cesse on nous demande, les journaux, les radios nous demandent, mais alors est-ce que vous en avez vu? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des camps d'entraînement? Vous avez vu quoi? Les barbes? Quelle longueur? Voilà... et c'est vraiment une obsession récurrente, et tous les jours on vous demande si ça y est, on les a enfin vus, où sont-ils, etc. Et c'est vrai que là, je vais vous donner un témoignage qui n'est que ce témoignage d'un mois au nord de la Syrie, et qui vaut uniquement l'instant T à l'endroit X, et qui est de dire, c'est vrai que les gens que j'ai principalement vus, moi, c'est des gens se présentant à raison comme businessmen, qui ont une petite boîte dans un village, ou dans un gros bourg, ou dans une ville, et qui disent à un moment, voilà, moi je voulais faire des affaires, alors des affaires étant de faire une boutique de portable, d'aller chercher des vêtements en Turquie, et de faire de l'import-export, etc. Et on me bloque, donc c'est pas juste, et maintenant je prends les armes, et voilà cette espèce de spirale qui a été celle de la prise d'armes. Et ces gens qui mettent plutôt leur fortune pour essayer de donner à manger à leurs soldats, de leur acheter autre chose que des claquettes, enfin de se retrouver là-dedans. Et moi, les gens que j'ai vus principalement, c'est ces civils-là, c'est-à-dire c'est des gens de village qui se recrutent entre eux et qui combattent entre eux, et pour lesquels la manière de rentrer dans cette guérilla-là est de dire, est-ce que tu as de quoi te payer ta Kalachnikov? Donc moi, c'est dans mon témoignage ça que je dis. C'est pas pour autant que d'autres personnes ne sont pas là. En tout cas, à l'endroit où j'étais, au moment où j'étais, c'est ça que j'ai vu. Oui, merci beaucoup, Florence. Jean-Pierre, moi je vous donne tout de suite la parole pour présenter Fadwa. Je voulais juste représenter un peu sa ville, puisque je la connais évidemment parcellairement et de façon très brève, mais elle évoque pour moi des souvenirs assez douloureux, puisque les personnes qui m'accompagnaient dans cette ville y ont été tuées, pour une d'entre elles, grièvement blessées pour le second. Ça reste, Homs reste pour moi un souvenir douloureux et marquant. Je n'ai connu que le quartier de Bab Amro, qui est le quartier emblématique de la ville, qui est le quartier, je pense, ou l'un des quartiers les plus pauvres, un peu un quartier qui n'était pas très bien apprécié par l'ensemble de la population, si j'en crois quelques amis que j'ai conservés à Homs d'avant la Révolution, et ils disaient eux-mêmes qu'ils n'osaient pas y aller. Mais qui est devenu un quartier absolument extraordinaire, et où j'ai passé des jours, s'il n'y avait pas eu le deuil de ses camarades et la misère de la ville, où j'ai passé des moments que je garderai longtemps en mémoire. Donc je vais vous donner la parole pour que vous puissiez présenter Fadwa. Je voudrais juste quand même aussi répondre à Florence. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les islamistes
qui ne sont pas là. C'est ce que On l'a juste. Jean-Pierre, vous venez parler de Homs, et quand on parle de Homs, en tant que Syrien ou même étranger, on a tout de suite l'image de Fadwa Suleiman qui me vient à la tête, parce que cette jeune fille, comédienne, qui a pris la décision de quitter et tout, et d'aller dans la ville de Homs au début de la révolution dans la ville, et pour crier haut et fort les slogans, sortir dans les manifestations avec les manifestants dans la rue, au péril de perdre la vie. À un moment donné, Fadwa était tellement suivie partout, tout le monde avait peur pour sa vie, elle était cachée, et il fallait partir. Il y avait surtout la lumière et l'émotion avec laquelle vous l'avez lu. Excusez ma traduction. Non, non, votre traduction est absolument parfaite. Donc, je me tourne maintenant vers Yadan. Alors, vous avez dit, Florence, tu as dit, Florence, que les chirurgiens, les docteurs, les médecins étaient les cibles, parmi les cibles prioritaires du régime syrien. J'y ajouterai les journalistes, activistes syriens. Je les ai vus travailler et c'est grâce à eux qu'un certain nombre d'images nous parviennent de Syrie. Chaque jour, ils transmettent. Chaque jour, d'abord, ils prennent en photo. Chaque jour, ils prennent des risques pour prendre ces photos. Chaque jour, ils envoient ces photos. Et c'est finalement grâce à eux, parce que nous ne pouvons pas assurer une présence permanente en Syrie, c'est grâce à eux que nous savons un petit peu, que le voile se lève un peu sur la Syrie actuelle. À Homs notamment, puisque nous devons de parler de cette ville comme Alep, qui furent les deux, avec Deraa peut-être aussi, et Hama, enfin ça fait déjà beaucoup, les épicentres de la révolution syrienne. À Homs, ils ont fait un travail absolument extraordinaire, pas seulement parce qu'ils assuraient chaque jour, en dépit des bombardements, en dépit des snipers, en dépit des problèmes logistiques qui sont absolument considérables dans une ville où l'électricité est absente, où il manque à peu près tout, et pourtant ils étaient là. Mais non seulement pour ça, mais c'est parce que j'ai trouvé chez eux une grande humanité. Je garde un souvenir extrêmement ému du directeur du centre de presse de Homs. Alors le centre de presse, c'est un grand mot pour un tout petit appartement, un rez-de-chaussée d'immeuble, simplement avec de l'électricité et Internet, ce qui faisait la différence avec les autres appartements, les autres immeubles de la ville. Et j'ai trouvé une humanité extraordinaire, j'y ai trouvé du réconfort, j'y ai trouvé des gens qui étaient prêts à m'emmener où je voulais aller au péril de leur vie. Et puisque nous avons un journaliste de terrain parmi nous, à travers lui, je voudrais vous remercier ici. Je vous donne la parole. Bonsoir. أنا راح أبدأ بإحصائية وأرقام عن ما يحدث بالداخل السوري، عن محافظة درعا تحديدا اللي أنا منها. أنا صحفي سوري ومعتقل سابق بأول شهر بالثورة السورية. مهمتي كانت التعامل مع قنوات مغرضة، بمعنى آخر الإعلام العالمي. Je suis journaliste depuis le début de la Révolution et j'ai été emprisonnée parce que j'ai travaillé avec des chaînes, des médias étrangers. Et je vais aujourd'hui vous présenter quelques statistiques sur Daraa. مع أننا كسوريين مللنا لغة الأرقام. En tant que Syrien, on en a marre des numéros et des nombres et des chiffres. لكنني أجد نفسي مضطرا لاستخدامها. Mais je me trouve aujourd'hui obligée de les utiliser. لأطلعكم على أحدث إحصائية. Pour vous montrer quelques statistiques. أعدها مكتب الإحصاء في مجلس محافظة درعا المحلي. Qu'a préparé le conseil local de la révolution du gouvernorat de Daraa. بالتعاون مع اللجان المحلية في درعا. En coopération avec la coordination locale de Daraa. حول الوضع الإنساني والميداني في حوران. Sur la situation humanitaire et sur le terrain dans la région de Horan. نسبة النزوح الداخلي واللجوء إلى أماكن أكثر أمانا تجاوزت 42% من أبناء المحافظة.
Les pourcentages de déplacés internes et des réfugiés dans les lieux plus sécurisés et sûrs a dépassé les 42% parmi la population du gouvernement de Daraa. حجم دمار البنى التحتية والأبنية السكنية بين الريف والمدينة وصل نسبة 29%. Le pourcentage des infrastructures et des habitations détruites dans la ville et les banlieues a atteint plus de 29%. ولا يزال في تصاعد نتيجة استمرار القصف الهمجي. Et ce chiffre est en augmentation à cause du non-arrêt des bombardements, de l'artillerie. من مدفعية النظام وطائراته. De l'artillerie et des avions du régime. الدراسة والتعليم معطلة بنسبة 74%. 74% de l'éducation nationale et des écoles ne fonctionnent plus. إما بسبب النظام الذي حول المدارس إلى مقرات أمنية. Ou à cause du régime qui a transformé les écoles en quartiers généraux des forces de sécurité. أو بسبب إقامة العائلات النازحة فيها. Ou parce que c'est devenu le lieu de refuge des populations déplacées et des familles déplacées. القدرة على ممارسة الأعمال انخفضت بين المواطنين بنسبة تفوق 60%، خاصة ذوي الأعمال الخاصة وصغار الكسب. Le chômage parmi la population a atteint 60%. Parmi les professions libérales. الخدمات الطبية الرسمية معطلة بنسبة 62% لخوف المواطنين من الاعتقال. أما نقاط العلاج والمشافي الميدانية فهي في حاجة ماسة للأجهزة الطبية، ما يؤدي إلى تقصيرها عن علاج الحالات الطبية بشكل كافٍ. Les services de la santé officiels, les services publics de la santé ne fonctionnent plus à 62% à cause de la peur de la population, de les utiliser, de la peur de se faire arrêter en se présentant dans ces hôpitaux publics. Du coup, c'est les hôpitaux de terrain et les points médicaux qui ont un besoin très important en équipements médicaux et qui n'arrivent pas à fournir les soins nécessaires de manière suffisante. نصحتني صديقة Une amie m'a conseillé مقربة أن أبقى في العام وأن أدخل في الخاص. Une amie m'a conseillé de parler de manière générale et de ne pas évoquer et rentrer dans les détails. لكنني أريد أخذكم معي الآن إلى داخل سوريا لمدة دقائق. Mais tout de suite là, je vais vous emmener avec moi à l'intérieur de la Syrie pour quelques minutes. أدرك أنكم ترون كل يوم آلاف الفيديوهات ومقاطع اليوتيوب التي يضحي مواطنون صحفيون في الداخل السوري. Je sais que vous regardez des milliers de YouTube et de vidéos de ce qui se passe en Syrie et qui ont été tournées par les journalistes qui se sacrifient pour vous montrer ces images. بحياتهم حتى يصوروها ويوصلوها إليكم. Qui sacrifient leur vie pour qu'elles arrivent, pour que ces images arrivent jusqu'à vous. كلمة طلعت تعني في درعا صوتا همجيا لإطلاق طريفة الهاون. Le mot Tel'at à Daraa signifie un bombardement qui va avoir lieu. أو صاروخ. Ou une bombe. تسمع قبلها أصوات طبيعية في الشارع لأطفال. Et juste avant le mot Tel'at, juste avant la bombe, on entend les bruits de la vie normale de chaque jour, des enfants dans la rue. ولممارسات تشبه الممارسات الإنسانية الطبيعية. Et de la vie normale des habitants d'un quartier. تسمع بعد كلمة طلعت. Après le mot Tel'at, الصراخ. on entend les cris. الخوف. La peur. هروب الناس ولجوئها إلى أي مكان تحتمي به. La fuite des gens et leur fuite vers des lieux sûrs où ils peuvent se cacher. يتبع الكلمة. Après ce mot, après Tel'at, صوت مدوي آخر يصيب قلبك بالخوف. Après Tel'at, on entend un autre bombardement, une autre bombe qui t'atteint au cœur. هو صوت سقوط القذيفة والانفجار. Qui
qui est la bombe qui tombe et qui explose. صديق مصاب. Un ami est atteint. طفلة. Une mère, une fille. وقد يكون أحد المصورين الصحفيين الذي يريد تصوير ما يحدث. Et ça peut être l'un des journalistes qui est en train de filmer et qui veut filmer ce qui se passe. مطالب أنت كإنسان بأن تحمل أحد الجرحى أو أحد القتلى. En tant qu'humain, tu es demandé, on te demande de porter secours à l'homme qui tombe ou à un enfant qui tombe. ومطالب كصحفي بأن تصور هذا الجريح. Et on te demande en tant que journaliste de photographier ce blessé. على الغالب ستختار أن تحمله إلى أقرب مشفى ميداني. Bien sûr, ce qu'on va choisir, c'est de porter le blessé vers l'hôpital de terrain le plus proche. وأن تراقبه إما يموت. Et de l'observer. Où il meurt. أو يعالج بطرق بدائية. Où il est soigné de manière très rustique. عندما تنتهي الحادثة وتفكر في العودة إلى الحي الذي تغطيه إعلاميا. Quand cela se termine et que tu veux rentrer dans le quartier pour voir ce qui se passe et filmer. قد تسمع كما حدث معي خبر استشهاد صديق. Tu entends la mort d'un ami. Tu entends parler de la mort d'un ami. كانت مهمته ذات مهمة أن يغطي بالكاميرا وأن يكون صحفيا وأن يرفض حمل السلاح ويعتبر أن الكاميرا هي سلاح. Cet ami avait la même mission que toi, c'est-à-dire filmer ce qui se passe et ne pas porter les armes parce que son arme à lui est la caméra. في سوريا حرب قائمة. En Syrie, il y a une guerre. بين النظام السوري entre le régime syrien وبين من تسلح من الثوار واختار أن يحمل السلاح ليقاوم بشكل مسلح. Et parmi ces révolutionnaires qui ont décidé de porter les armes et de se révolter de manière armée. 40,000 ضحية حتى اليوم قتلت في سوريا. 40,000 civils, 40,000 victimes aujourd'hui en Syrie ont été tués. عشرات الآلاف في المعتقلات. Plus de 10 000 dans les prisons. Des dizaines de milliers dans les prisons. لابد من في النهاية من أن نتصالح. Il faut qu'à la fin, on se réconcilie. كسوريين. En tant que Syriens. ولست أتكلم كأحد لم يدفع ثمنا في هذه الثورة. Et je ne parle pas comme quelqu'un qui n'a pas payé de prix pendant cette révolution. بل أتحدث عن ضرورة التسامح بين السوريين. Mais je parle de la nécessité de se réconcilier entre les Syriens et de se pardonner. وعن ضرورة تقديم شيء جاد من المجتمع الدولي. Et de la nécessité que la communauté internationale vienne avec une proposition sérieuse. كما قالت صديقة فدوى. Comme a dit mon ami Fadwa. غير شراء التبعيات. Et ne pas acheter les intérêts. ومحاولة التأثير على جهة أو على أخرى. Et essayer d'influencer une partie d'une autre. 40,000 ماتوا بحلم بناء سوريا. 40,000 sont morts en rêvant de construire une Syrie. سوريا الديمقراطية. Une Syrie démocratique. سوريا لجميع أبنائها. Une Syrie pour tous ses enfants. سوريا التي تعيد الحقوق التي انتهكها النظام السوري. Une Syrie pour remettre en place des droits qui ont été violés par le régime syrien. سوريا التي تتدمر اليوم. La Syrie qui est en train de se détruire aujourd'hui. نحن بحاجة نحن
Je crois que المثقفين Nous avons besoin de votre وكبشر aide. إنسانيين أصحاب ضمائر Les humanistes. للنهوض ببلد يدمر بشكل يومي. Pour vous lever et soutenir un pays qui tous les jours se détruit. شكرا. Merci beaucoup, Diana, sur votre témoignage extrêmement plein d'émotion actuellement. Je crois que l'émotion est générale ce soir autour de cette table. Nous allons devoir la laisser à la prochaine table ronde. Urgence humanitaire aux frontières, la détresse des familles, rendez-leur, l'illégale que la souffrance des invalides et des blessés abandonnés à leur sort.